parler de La Flèche brisée, Broken Arrow en anglais, sorti en 1950, réalisé par Delmer Daves, avec James Stewart, Jeff Chandler et Debra Paget dans les rôles principaux. D'après un roman, Blood Brother, Frère de sang en français, du journaliste Elliot Arnold, écrit en 1947. Le livre comme le film, qu'en tire Delmer Daves, narre l'histoire vraie de la rencontre entre Tom Jeffords, un ex-éclaireur de l'armée, et le chef Apache Cochise, qui sont respectivement campés par James Stewart et Jeff Chandler dans l'adaptation cinématographique. La Flèche brisée est l'un des meilleurs fleurons du western des années 1950, une décennie qui a marqué un véritable âge d'or pour le genre, et l'un des plus célèbres westerns pro-indiens et antiracistes produits par Hollywood. Le titre du film en question, La Flèche brisée, fait référence à une scène cruciale, montrant le chef Cochise Thibaut, tu vas maintenant revenir sur un archétype du film pro-indien. que lui a fait Jeffords au nom des Blancs, mais aussi de l'armée américaine, qui est représentée ici par un autre personnage tout à fait authentique, qui est le général Oliver Howard, surnommé le général chrétien, car il se réfère toujours à la Bible. Comme je le disais précédemment, le héros principal du livre, joué par James Stewart dans le film, s'appelle Tom Jeffords donc, est absolument authentique, il a réellement existé. Thomas Jefferson Jeffords, de son vrai nom, né en 1832, mort en 1914, c'était un éclaireur civil de l'armée de l'Union et directeur d'une compagnie de service postal à Tucson, en Arizona. Le film a d'ailleurs été tourné à Sedona, territoire d'Arizona. La distribution du courrier est justement le ressort scénaristique qui sous-tend tout le film qui nous intéresse ce soir. Les cavaliers transportant le courrier sont systématiquement attaqués par les guerriers de Cochise, au point que plus aucune lettre ne peut passer. Et l'ex-éclaireur Tom Jeffords, désormais chercheur d'or, comme le dit le film, décide de partir à la rencontre de Cochise pour tenter de négocier une trêve avec les Indiens, voire, pourquoi pas, une paix durable. Entreprise ô combien périlleuse, car la méfiance et le racisme entre les Blancs et les peaux rouges sont plus que jamais exacerbés. Il y a la bonne et la mauvaise volonté qui cohabitent dans les deux camps. Et le film est une vraie réussite sur ce plan. Il évite le manichéisme. Il n'y a pas le bon blanc d'un côté, l'affre sauvage de l'autre. Et, à force de patience et de respect, Jeffords parvient à gagner la confiance de Cochise, se voit adopté par la tribu, aux grandes dames d'une poignée d'Indiens dissidents, à la tête desquels nous retrouvons Geronimo, qui est joué par l'acteur mohawk Jay Silver Hills. Jay Silver Hills, que les amateurs de western connaissent dans une série fameuse qui est le Lone Rangers, le justicier solitaire. Et le spectateur, à travers Jeffords, découvre la langue, les mœurs, la culture des Apaches, en particulier lors des scènes de cérémonies rituelles, dont celle du mariage entre Jeffords et Son Siré, la princesse indienne qu'incarne la magnifique Debra Paget. Alors Debra Paget, elle était très jeune lors du tournage en 1949, elle avait à peine 17 ans et pourtant son jeu dégage, je trouve, un charisme et une justesse constante tout au long du film, sans jamais verser dans l'écueil de la mièvrerie. À travers le personnage de Son Siré, Jeffords et le spectateur s'initient au rite, à la vie quotidienne des Indiens, le tout sous la houlette de Delmer Daves. Comme John Ford, Daves s'intéresse vraiment aux Indiens, son sujet le passionne, au point qu'il a séjourné à plusieurs reprises dans des camps navarros au cours de son adolescence. Or, le succès de La Flèche brisée a eu un tel retentissement à Hollywood que Daves s'est rapidement vu coller l'étiquette de principal cinéaste antiraciste d'Hollywood, tant et si bien que ses contrats ultérieurs stipulaient qu'il devait tourner désormais tous les scénarios présentant des couples mixtes. D'ailleurs, et toujours dans le registre du western pro-indien, hein, on n'en sort pas, La Plume Blanche, qui est sortie en 1955, bien que réalisée par Robert D. Webb, repose sur un script de Delmer Daves qui décalque plus ou moins celui de La Flèche brisée. Et au passage, un petit aparté, si vous me permettez, si La Plume Blanche ne se hisse pas tout à fait au niveau de son illustre modèle, il n'en demeure pas moins à mes yeux un western très sympathique. Et pour en revenir à La Flèche brisée, il faut, je crois, préciser que Daves lui-même considérait ce film comme l'un de ses préférés, l'un de ses plus aboutis. Autre anecdote significative, le film a même été encensé par l'ONU pour son message de paix et de compréhension entre les peuples.
Enfin, j'ajouterais que La Flèche brisée est vraiment un de mes westerns préférés, au même titre que Les Affameurs et L'Homme de la Plaine d'Anthony Mann. On peut dire que c'est mon trio stewardien de prédilection. Je voudrais simplement rappeler, enfin, je ne pense pas faire erreur, il me semble qu'il y a eu un feuilleton de télévision aussi, qui Oui, Oui, une s'appelait série, oui, La oui. Flèche une, brisée. une série tout à fait. Hein? Hein, c'était avec les mêmes personnages, des acteurs différents, mais il y avait Tom Jefford et Cochise aussi. Absolument. Ouais, Mais c'est c'est ça. bien le principe de la série télé parce que faut se rappeler que le film de Delmer Dave n'adapte qu'une partie Oui. du livre. Le livre est beaucoup plus riche. Jeff Force il vit beaucoup d'autres aventures dans le Mhm. livre. Et le film n'adapte qu'une portion congrue. Ah, la série, en fait, comprend 2 saisons de 73 épisodes de 26 minutes. Oui, moi, je me souviens avoir vu quelques épisodes aussi. Quelques épisodes, c'était pas très long, ça durait peut-être 30 minutes, Oui, mais 26. oui, c'était bien. Un format C'est ça qui tournant, était non? bien, c'est que les séries télé d'avant ne duraient pas longtemps. Oui, oui, Et oui, c'était oui. pas feuilletonnant, c'était pas, ça À la évitait la sauce, lassitude. à la sauce Wanted, Dead or Alive, hein. Oui, c'est ça. Par contre, moi, j'avais une petite question pour Thibaut concernant La Oui, Flèche brisée. Effectivement, je l'ai revu récemment, je le trouve magnifique. Il est quasiment authentique, à part le personnage principal qui est interprété par un blanc qui joue Cochise. Euh, il y a eu beaucoup, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de blancs qui ont interprété des rôles d'indiens dans les premiers rôles. Je oui, trouve que Jess oui, oui. Chandler s'en sort plutôt pas mal. Il a un charisme assez Oui, bien. il donne bien la dignité Voilà, je du trouve chef qu'il est indien. exactement. Euh, et alors, il me semble avoir vu parmi les figurants, je ne sais pas si vous connaissez, Iron Ice Cody. Mhm. Tout à Ça me Il dit fait. quelque chose, oui. faudra que quelqu'un fasse une pastille un jour. Oui, parce que c'était pas un Indien. Exactement. Oui. Mais Euh, pour Mais rebondir sur ce que tu disais, Fred, comme quoi Chandler joue Cochise alors qu'il n'est pas indien, c'est important de rappeler à une époque comme aujourd'hui où beaucoup de gens disent que c'était raciste de ne pas employer des Indiens, que c'est du whitewashing, etc. Euh, c'est plus facile d'employer un acteur professionnel, quitte à le grimer en indien, plutôt que de mettre un indien devant la caméra alors qu'il n'en a jamais vu, qu'il ne saura pas se comporter et jouer devant. c'est sûr, c'est sûr. Et je pense que le public n'était peut-être pas encore prêt aussi. Ça c'est vrai, puisque le public va au cinéma pour retrouver des vedettes, et si on lui met un acteur inconnu, même pour jouer un rôle dans lequel il a toute légitimité à être, ça peut être source Alors, de frustration. effectivement, en plus, bah, je ne sais pas ce qu'en pense Marc, mais c'est vrai que le cinéma américain, il fonctionne relativement par identification, bien sûr. souvent. Et du coup, Oui. forcément, il y a beaucoup. Moi, je me suis retrouvé en tant que gauchiste étant môme, il n'y a pas de souci, tu vois. Après, effectivement, des bons souvenirs de ce film et je l'ai revu récemment et j'ai l'impression qu'il n'a pas vieilli, il n'a pas pris une ride. C'est Ah non, vraiment je trouve intemporel. il est intemporel, une réalisation très dynamique, très bien menée, très bien conduite par Delmer Daves. Je trouve que c'est un cinéaste qui, quel que soit le thème dans le western qu'il aborde, réussit Mm. toujours son coup. Moi, mon autre film préféré de Delmer Daves, c'est La Dernière Caravane avec Richard Widmark, dont j'avais parlé lors du premier podcast. Il joue un métis, je crois, dedans. Oui, Oui. Widmark jouait Todd le Comanche, Mm. qui avait été recueilli pendant son enfance par les Comanches. Il a appris toutes leurs ruses et c'est ce qui lui permet de sauver le groupe de pionniers en perdition dans lesquels figure Félicia Farr et Mm. qui sera à la fin sa compagne. Du moins, on le comprend. Mais c'est vrai que Widmark, il a trouvé l'un de ses plus beaux rôles dans ce film. Pour moi, Euh, c'est son meilleur western. J'ai pas vu tous ses films, mais des films que j'ai vus avec lui, que ce soit dans le film noir ou dans le western, c'est un de ses rôles que je préfère. ah oui, là, il est très félin dans le rôle, hein. Il est formidable. Des fois tout en ironie rentrée, comme quand il dit est-ce que vous voulez partir avec ou sans votre scalp? Mm. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup, on en parlait tout à l'heure, il y avait beaucoup de blancs qui interprétaient des Indiens. Donc, on pense notamment à Rock Hudson dans Taza, qui Oui. fait partie de la trilogie des Cochise. Mhm. Euh, Alors, on- c'est vrai que on- Rock Hudson, bon, ça,
des fois, ça fait un peu gros de le voir comme ça. Mais bon, ouais, c'est il y a- la licence poétique, si on peut dire. c'est ça. Après, bon, il y en a d'autres, hein. Il y a Burt Lancaster Ah oui, avec ses beaux yeux bleus. dans Apache. Je sais plus le Bronco titre Apache. français, Bronco Apache, voilà. Il y a Paul Newman dans Hombre. Il y a Charles Bronson. Enfin bon, il y a même Boris Karloff Oui, Boris et Karloff. Anthony Quinn. Ouais, donc forcément, ouais. Juste une remarque, Et Charlton Heston dans Le Fils de Geronimo. Tout à fait. dans Ombre, c'est un blanc quand même. Hein. C'est pas un Apache. C'est un Oui. blanc. Le personnage, c'est un blanc. Hein. Il y a pas de doute là-dessus. C'est un blanc qui a été enlevé par les Apaches. Je crois que Et c'était élevé John selon leur Russell. culture. Oui, oui, tout à fait. Je voudrais juste revenir sur la flèche brisée. Moi, je l'ai revu Oui. aussi il n'y a pas longtemps. Il y a un truc qui est quelque chose qui m'a un peu interpellé pour montrer qu'il y a quand même, il y avait encore un peu des tabous à l'époque, et c'est normal d'ailleurs. C'est curieux, mais presque dans tous ces films progressistes, le couple, c'est souvent un homme blanc et une femme indienne. Et je me suis dit, il doit y avoir quand même quelques films où on voit un Indien avec une blanche. Eh ben, il y en a très très peu. Hein. Il y en a très très peu. Et c'est marrant parce que le film qui a été tourné à la même époque, en 1950, avec Robert Taylor dans le rôle de l'Indien, Porte du Diable, alors il n'y a pas une histoire d'amour entre l'homme rouge et la femme blanche, une sorte d'attirance. C'est un Peut-être peu. qu'ils n'ont pas eu le temps, puisqu'il est abattu à la fin, ce qui Oui, fait du happy oui, mais on end le de montre rigueur. pas, exactement, mais on le montre pas quand même. Hein. C'est un peu l'histoire tout à l'heure de The Vanishing American. Il y a une attirance, mais bon, ça finit trop tôt. Mais voilà, on va pas jusqu'au bout. Hein. Ce qui aurait été intéressant, mais je pense que ça aurait pas marché, c'est de montrer un Indien et une blanche, et assez tôt. Mais je crois que la pilule, la pastille, Elle ça va aurait pas été un peu faire. trop amère à digérer. Ouais, je crois. Je pense qu'il faut attendre 20 ans là. Oui, oui, fallait attendre 20 ans, effectivement. Mais c'est curieux, hein, parce que même dans les films récents, il n'y a pas tellement de cas où on voit l'Indien avec une blanche. C'est assez curieux. Et c'est vrai que la plupart du temps, la femme blanche est capturée par les Indiens. C'est le thème de La prisonnière du désert, des deux cavaliers, de Trooper Hook avec Joël Macri. Oui, parce qu'il faut bien que je case Joël Macri quelque part. C'est vrai que le schéma inverse, enfin, de la femme heureuse d'être avec un Indien est peu ou alors jamais abordé. En tout cas, présentement, Parce j'ai pas que, d'exemple qui me viennent à l'esprit. tout simplement parce que ce sont des hommes qui font les films. Pas faux, pas faux. Ouais. Oui, ça peut se discuter, mais c'est un Ça, argument. ça se défend, ça se défend. En tout cas, je crois qu'on le voit, Iron Ice Cody, non? C'est pas lui, à gauche, en bas? Ah, il ressemble, hein. Non, moi je pense que c'est lui, tu as raison. Je voulais revenir un peu sur le film quand même, parce qu'il y a un aspect aussi qui m'a interpellé comme Marc. C'est l'espèce de manichéisme qu'il y a au sein de la tribu Apache, où d'un côté on a Cochise qui veut faire la paix, qui voit qu'en fait c'est comment dire, ça serait plus favorable. Le meilleur moyen de survivre, c'est l'adaptation. Voilà, c'est ça. Et alors qu'on a en face, on a Geronimo, qui est donc le rebelle, hein, qui veut pas, absolument pas du tout faire la paix et qui refuse et qui emprunte la voie contraire à Cochise. Donc ça m'a vraiment marqué, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'à cette époque-là, on réhabitait l'Indien, mais pas tous les Indiens. Et en fait, moi, je suis plus pour Geronimo. Désolé. Et peut-être qu'on peut penser aussi non, que mais sachant c'était que, par un besoin scénaristique. oui, non, tout à fait, mais sachant que, je sais pas, la flèche brisée se passe en 1870, par là, non? À peu Oui, près. oui, oui. Et 2-3 ans après, Cochise meurt. Et on sait après ce que deviennent les Apaches. Ils sont parqués dans les réserves en Floride, sur un territoire qui ne leur convient pas du tout parce que c'est très humide, ils tombent malades. C'est À ce propos, Fred, puisque tu parles de ça, je voudrais mentionner un film pro-indien que j'aime beaucoup. C'est L'homme de San Carlos avec Audie Murphy, qui traite de ce thème, je trouve, avec une belle justesse et qui est très intéressant. Oui, tout à fait. Ou alors Fureur Apache.
Oui, 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 aussi, de Robert Aldrich, encore Mm. plus radicalement pro-indien que Bronco Apache, Mm. Bah sorti là, une là, quinzaine d'années plus tôt. tout à fait. Là, on est plus dans les années 70, donc on en La parlera tout à l'heure. mutation du western. Ouais. Mais sinon, cela dit, pour revenir au film, ouais, ça donne envie de voir la trilogie, quoi. Oui, parce que alors il y a la flèche brisée, et puis il y a Au mépris des lois qui se passe avant. C'est le syndrome de la menace fantôme avec 50 ans d'avance, on va dire. Et puis après, chronologiquement, c'est Taza, fils de Cochise, et la mort de Cochise en ouverture avec Jeff Chandler, qui a fait un petit caméo, pour lequel, paraît-il, même s'il n'est pas crédité, il a touché un joli petit chèque. Et le mépris des lois, c'est Sherman, Oui, c'est euh, George Sherman, pas de dont nous signaler, aurons l'occasion de reparler. j'imagine. Et par contre, Taza, c'est la seule incursion western de Douglas Sirk, qui me semble, non? Oui, avec son acteur fétiche, Rock Hudson. 1950, c'est une année qui est reconnue pour La Flèche brisée. Vous l'avez rappelé, mais qu'il y a eu La Porte du Diable la même année. Alors, je ne sais plus, il me semble que La Porte du Diable est sortie un tout petit peu avant La Flèche brisée. Oui, je crois. Mais de très peu avant, hein, parce que, à mon avis, il se court après. Et alors justement, tu fais référence à ça. Effectivement, c'est un peu deux thèmes similaires, sauf qu'il y en a un qui est en couleur, l'autre en noir et blanc. Est-ce que c'était une volonté d'Anthony Mann ou des studios? Je ne sais pas. Peut-être des studios pour des questions budgétaires. Parce Ou que, pour en donner. tout cas, Oui, la Flèche brisée, lui, bon, il est sorti en 50, pardon, mais il a été tourné essentiellement en 49, et à une période où les films en Technicolor, même pour ce qui est du western en tout cas, il y en avait déjà depuis belle lurette. Il y avait déjà eu Les Conquérants de Michael Curtis en 40 ou mais 39 même. alors moi, effectivement, ouais, mais moi j'ai ma petite version à Vos Calvo, hein. Mais est-ce que c'est pas aussi pour ne pas montrer le maquillage de Robert Taylor? Ah, c'est possible, c'est Un peu. possible. Moi, j'aurais avancé un argument aussi, c'est que La Porte du Diable fonctionne pas mal en noir et blanc, dans le sens où c'est un film qui est assez dramatique dans le ton, mais il y a quelques plans qui, en noir et blanc, ressortent bien, et je sais pas l'effet que ça aurait eu en couleur. Ah, mais il y a une poésie du noir et blanc de toute façon, hein. Avec le noir et blanc, ça véhicule des émotions que la couleur, enfin, la couleur les ferait passer différemment, mais avec le noir et blanc, je pense que ça a un aspect peut-être plus intimiste. Et un autre film auquel je pense, c'est L'Aigle solitaire de Delmer Daves aussi, dont Yves a parlé dans le précédent podcast. Alors c'est un western bon, qui peut pas forcément prétendre à avoir la même stature que La Flèche brisée, mais qui a quand même pas mal de qualités. Il y a Charles Bronson en indien, non? Tout à fait. Et L'Aigle solitaire est également tourné à Sedona, Arizona. Il y a une scène dont j'ai parlé dans le précédent podcast, une scène entre Alan Ladd et Charles Bronson vers la fin, qui se passe dans un fleuve qui m'a pas mal marqué. Ouais, c'est la rivière qui passe dans la vallée. On la voit aussi dans Johnny Guitar, c'est tourné au même endroit. Il me semble qu'on voit également Sedona en introduction de La Dernière Caravane. Une fois que le générique est passé, on voit Widmar qui remonte la rivière. Oui, oui, c'est possible, oui, parce qu'on voit deux rochers rouges qui sont très caractéristiques, hein. On est Alors, encore pour en revenir au western, enfin, pour le coup, pas vraiment pro-indien, puisque on ne peut pas dire que l'Indien y est vraiment l'Indienne en l'occurrence, y est vraiment le beau rôle. Je voudrais rappeler Le Mari de l'Indienne de Cécile B. 2000 dans oui. la collection Warner Archive, justement en français, sorti chez nous, Mm. et qui est un film qui se passe dans les années 1920 ou 1930, mais la partie qui se passe au Far West, on pourrait dire qu'on est vraiment dans dans un western classique. Mm. Et c'est un film qui offre une fin déchirante et que je recommande à ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà, je ferme la parenthèse. Et ce sont des acteurs amérindiens ou pas du tout? Ah non, je pense pas. Je crois que c'est une actrice maquillée. Bon, là, j'ai pas le DVD sous les yeux, je sais pas où il est passé.